agricultrice dans les Alpes de Haute-Provence, membre de la Confédération paysanne au niveau national, engagée au niveau européen dans la coordination européenne Via Campesina, qui est membre du mouvement international la Via Campesina. Alors je vais tout de suite corriger un tout petit peu une erreur. C'est pas né en Amérique du Sud, c'est né en Europe, à Mons, en 1993, où plusieurs organisations de régions du monde se sont rassemblées suite à une réunion en Amérique du Sud en 92, mais c'était en 93 que ces organisations rassemblées ont décidé de créer leur propre mouvement pour avoir leur propre voix. Il se trouve que dans ce mouvement, donc, les Européens étaient représentés par la CPE, qui était créée depuis 86, entre autres avec les paysans travailleurs, qui eux étaient nés dans les années 70, je ne saurais pas vous dire quand, et qui ont créé la Confédération paysanne en 87, pour donner une petite vision historique. Et ce qui était très important en 93, c'est qu'à Mons, il y avait une partie des organisations paysannes, des paysans, qui étaient amenés par des ONG. Et les ONG avaient envie d'avoir leur agenda, de mener les affaires. Et les paysans ont dit non, 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 c'est nous qui voulons parler, on crée notre organisation, il y a une autonomisation de l'organisation paysanne qui a créé son propre mouvement. Et qui s'est monté à partir de 93 très rapidement, entre autres parce qu'il y a eu vraiment une conjonction très importante de phénomènes qui attaquaient le monde paysan à cette époque. La mondialisation, la création de l'OMC, l'industrialisation galopante de l'agriculture dans de nombreux pays qui était une véritable menace et une atteinte à la vie des paysans, qui a favorisé la création d'un mouvement qui aujourd'hui représente 200 millions de paysans à travers le monde, avec 180, 160, je crois, organisations représentées dans les différents continents. Donc au niveau français, c'est la Confédération paysanne, mais aussi le MODEF, et qui est engagé dans ce mouvement pour la défense de l'agriculture paysanne. Je ne vais pas être très longue non plus pour dire ce que c'est que pour nous l'agriculture paysanne. En gros, elle est pratiquée par des milliards de gens par le monde, puisque les petits producteurs sont vraiment majoritaires dans le monde comme producteurs d'aliments. Là où on se revendique paysan, c'est qu'on considère notre métier pas seulement comme une activité économique. Être paysan, c'est aussi gérer un petit bout de territoire, en être responsable, l'avoir souvent eu de ses parents, pas toujours, mais surtout vouloir aussi le transmettre à ses enfants ou à d'autres personnes qui vont continuer le métier. Donc il y a aussi une dimension dans le temps, une dimension dans la responsabilité qu'on a de le gérer, je dirais, proprement, en étant conscient à la fois de notre rôle écologique et social. Le rôle social, on le voit dans notre organisation comme étant très important, et c'est pour ça que j'ai volontiers répondu à cette invitation à contribuer à ce débat sur justice sociale et transition énergétique, avec le rôle particulier de l'agriculture, parce que pour nous, les gens, c'est primordial, on défend des gens, on ne défend pas des filières, ce qui nous différencie sans doute fortement du syndicat, de l'autre syndicat français, qui est certainement beaucoup plus dans les filières, à défendre l'agriculture avec un grand A. Nous, on défend des paysans, on défend des territoires, on défend des gens. Donc c'est un peu cet aspect qu'on va apporter dans ce débat. Comme mon prédécesseur, je pense que la crise de 2008 a apporté vraiment, était extrêmement importante. On y a vu que la concurrence des agrocarburants, en bonne partie, a amené une flambée des prix. Donc une flambée des prix qui a eu enfin évidemment, qui a créé ces émeutes de la faim parce que les consommateurs pauvres ne pouvaient pas s'alimenter, et que les petits producteurs n'ont pas pu répondre, contrairement à ce que voudrait la doxa libérale, c'est répondre aux signaux du marché, parce qu'il se trouve en plus que comme il y a eu assez peu d'investissements dans de nombreux pays en matière agricole, les paysans sont globalement pauvres, les prix étaient peu élevés, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements, on ne réagit pas du jour au lendemain à une demande accrue en produits. C'est techniquement pas possible, surtout quand vous ne pouvez pas acheter les semences, vous ne pouvez pas répondre soi-disant à ce qu'on appelle les signaux du marché. Bon, donc parallèlement, ça a rendu le secteur agricole très attractif et on arrive à des mécanismes d'accaparement de terre qui sont une véritable catastrophe pour les paysans du Sud, pas seulement du Sud d'ailleurs, puisque même en Europe, on va voir que ça correspond aussi à de grandes menaces dans de nombreux pays, comme je pense à la Roumanie ou à la Bulgarie, enfin des pays où la terre est moins chère et qui attirent les investisseurs
de nos pays de l'Ouest. Dans un site qui s'appelle landmatrix.org, c'est un site qui recense un petit peu tout ce qui se passe en matière d'accaparement foncier. Il y a actuellement 37 millions d'hectares qui font l'objet de transactions à grande échelle. Au Mali, c'est 1 million d'hectares qui sont concernés, avec des milliers de personnes qui sont expulsées. Ils s'appellent eux-mêmes les déguerpis, parce qu'ils sont chassés sans autre forme de procès sur les routes. Puis après, on les retrouve dans des bateaux qui essayent de traverser la Méditerranée, pour les plus chanceux. Et récemment, une manifestation vient d'être interdite. C'était il y a quelques jours. J'espérais pouvoir parler d'une manifestation, mais elle a été interdite de milliers de personnes qui, justement, sont devenues sans terre à la suite de ces opérations. Mais la responsabilité européenne, elle est aussi importante, puisque les objectifs d'incorporation d'agrocarburants dans les carburants, suite à cette nécessité de transition énergétique, donc elle a concerné l'éthanol, en Amérique avec le maïs, mais elle a concerné aussi la question du méthane en Europe, ou la question du colza. En France, toute la surface en colza, ou l'équivalent de toute la surface, est consacrée au biodiesel. Donc ça veut dire que tout le colza, c'est pour faire rouler des voitures. En Allemagne, c'est 800 000 hectares de maïs qui sont consacrés à la méthanisation. Donc la concurrence entre l'alimentation et l'énergie, elle est directe. Ce sont des terres utilisées en maïs uniquement pour faire de l'énergie. C'est un mécanisme qui est vraiment très important et qui a eu suite un petit peu à cette prise de conscience, il y a eu quand même une réduction des objectifs d'incorporation par l'Union européenne. La France en est restée, je crois, à 7% d'incorporation d'agrocarburants, ce qui, de notre point de vue, est une aberration écologique et éthique. Mais du point de vue technique, je ne vous défendrai pas ce dossier, mais ça coûte très cher aussi en défiscalisation de toute forme. Mais ce ne nous apparaît pas une bonne solution. Un élément aussi important pour les paysans de cette liaison entre le marché alimentaire et le marché de l'énergie, c'est que maintenant ces deux marchés sont liés et qu'on aura de plus en plus de mal à mettre en place des mesures de contrôle des marchés, de gestion des marchés, qui de notre point de vue sont indispensables si on veut assurer la sécurité alimentaire à long terme, puisque maintenant le prix du pétrole est directement lié au prix des denrées agricoles. Donc c'est un aspect économique qui fait que ça complique encore l'avenir de mise en place de véritables politiques alimentaires. Donc de notre point de vue, les politiques énergétiques ont été mises en place sur la base de l'utilisation de biomasse agricole. Ce n'est pas une solution. Alors même la biomasse non agricole, la deuxième et troisième génération, de notre point de vue, c'est souvent un espèce de prétexte, parce que pour le moment ça ne marche pas, pour faire avaler la première génération. Donc oui, on nous dit, vous inquiétez pas, la première génération, c'est une étape, on passe à la deuxième, et on s'enfonce dans la première, ou avec les conséquences en accaparement de terre et en gaspillage de terre pour de la production énergétique. Là aussi où ce n'est pas une solution, c'est que l'agriculture productiviste, l'agriculture qui est censée produire cette biomasse de façon intensive, elle est extrêmement gaspilleuse en énergie et utilisatrice d'énergie. L'agriculture, on nous le dit, est responsable d'une bonne partie des gaz à effet de serre. Dans cette proportion, moi j'ai des chiffres qui sont toujours discutables, mais 15% vient de l'agriculture, de l'activité agricole elle-même. L'utilisation d'engrais coûte beaucoup d'énergie. Fabriquer des engrais azotés à partir de l'azote de l'air, il faut beaucoup d'énergie, de pétrole pour fabriquer l'ammonitrate qu'on va épandre sur les terres. Fabriquer des pesticides ou des herbicides coûte également très cher. Transporter les denrées sur des milliers de kilomètres, ça va ajouter encore à cette consommation énergétique. Sans compter quelque chose qui est vraiment lié à la production d'agrocarburants, c'est la transformation de l'usage des terres qui étaient en prairie, qu'on met en culture. C'est responsable de 15 à 18% des gaz à effet de serre qui sont liés au changement d'affectation des terres, c'est-à-dire transformation des forêts
en prairies, transformation des prairies en culture, qui relargue dans l'atmosphère des tonnes de carbone. Et hier, il y avait des chiffres qui étaient donnés, où c'est considérable ce que représente le carbone dans la terre, et donc à quel point la terre cultivée peut être à la fois un piège à carbone, mais est aussi une occasion de relargage. J'insiste pas sur les histoires du tiers d'alimentation qui est gaspillé, mais qui est aussi fortement lié à un modèle industriel avec une alimentation très standardisée, qui au niveau du processing demande beaucoup de tri, d'élimination des feuilles trop grosses, trop vertes, pas inadaptées. Et également au niveau de l'alimentation des gens, où on est arrivé à une alimentation peu chère, qui, relativement au budget des ménages, qui est, je crois, d'une quinzaine de pourcents consacré à l'alimentation, et encore vu par beaucoup de personnes comme étant la variable d'ajustement. C'est malheureusement vrai pour les gens les plus pauvres, mais c'est aussi vrai pour les gens les plus riches qui parfois vont à Lidl ou à Dia pour faire des économies, alors qu'ils ont fortement les moyens de se nourrir de meilleure façon. Alors pour nous, la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture paysanne, des paysans nombreux, refroidissent la planète. Alors nous, on le dit comme un slogan et on l'a mis dans notre littérature. On peut l'étayer. J'ai laissé à l'entrée quelques documents sur le positionnement de la Via Campesina, sur la contribution de l'agriculture paysanne au refroidissement de la planète. C'est un gros chantier chez nous de travailler sur l'agroécologie. Alors l'agroécologie, depuis, c'est devenu un mot à la mode, y compris en Europe, y compris en France, où Stéphane Le Foll veut en faire le maître mot de l'évolution de l'agriculture. Alors on a un petit peu une différence sur notre appréciation de ce que c'est que l'agroécologie. Pour nous, ce n'est pas seulement des techniques d'une bonne agronomie qui intègre un peu mieux l'environnement, c'est aussi un mouvement social, c'est-à-dire ça intègre aussi les communautés. C'est une agriculture où on met d'abord, on rend le pouvoir d'abord aux communautés locales, aux communautés paysannes, où on valorise les savoirs traditionnels, où on met en avant aussi toute cette capacité des gens à trouver des solutions à leurs problèmes, comme il était dit beaucoup hier dans les ateliers où ont participé les gens de la Croix-Rouge ou des quartiers défavorisés. C'est que les gens sont capables de trouver des solutions aux problèmes dès lors qu'on leur donne la possibilité de se retrouver, de parler, avoir des connaissances scientifiques aussi, et ça fait partie de notre travail syndical de comprendre, de diffuser, de savoir un peu ce qu'il en est. Mais je pense qu'il appartient beaucoup aux communautés de trouver des solutions et de chercher collectivement des solutions. Donc à Via Campesina, aussi à la Confédération paysanne, on pense qu'une agriculture doit rechercher l'autonomie, parce que les gains de productivité basés uniquement sur la comptabilité actuelle qui est rendement à l'hectare, qui ne tient pas compte de l'énergie enfouie, incorporée, alors sous forme de gasoil, sous forme de tracteur, sous forme de transport, on n'en tient pas compte actuellement. On parle de différence de compétitivité sans tenir compte de tout ce qui est externalité, de combien ça a coûté pour le produire, y compris en coût énergétique. Donc pour nous, c'est vraiment important de réintégrer ces notions-là. Et quand on parle de productivité, pour nous, la productivité, elle sera à l'hectare. Je vais tout de suite m'opposer à M. Petit sur la question de productivité qui ne peut être liée qu'à des gains de productivité pour avoir du revenu. Les agriculteurs français savent que depuis 50 ans qu'ils ont fait des gains de productivité, mais colossaux. Les revenus proportionnels n'ont cessé de baisser. On était 5 millions à la fin de la guerre, on est 500 000 maintenant, ça va encore disparaître. On a fait des gains de productivité. Malgré tout, il y a encore 40% des gens qui sont en dessous du SMIC en agriculture. Et on nous promet une disparition. Les gains de productivité, ils sont captés par la chaîne d'aval, par ceux qui n'ont qu'à téléphoner pour s'approvisionner. Quand vous êtes agriculteur, vous faites des efforts, vous investissez, mais vous n'avez pas la flexibilité de changer de production d'un jour à l'autre. Ça, c'est les grandes surfaces qui peuvent le faire. Et pire encore, c'est les spéculateurs maintenant qui sont arrivés dans le tableau et qui peuvent spéculer sur les marchandises et sur l'énergie au gré
puisqu'ils le font dans un déclic avant même d'avoir saisi le téléphone. Donc je pense qu'il faut voir aussi que pour nous, il faut abandonner ce schéma de progrès, qui est un schéma de progrès qu'on a suivi depuis 50 ans, et qui arrive dans des impasses sociales graves, mais aussi écologiques, puisque cette agriculture productiviste, c'est elle qui, à 80%, est responsable des gaz à effet de serre produits dans le monde agricole. Alors, donc pour nous, cette question de la faim, sans compter que dans ce contexte-là, il y a encore 1 milliard de gens qui ont faim, hein, qui souffrent chroniquement de la faim, et avec tout ce que ça implique aussi comme souffrance. La faim, c'est pas abstrait, c'est des souffrances, c'est l'incapacité d'aller à l'école, de suivre correctement les cours, si vous avez la chance de pouvoir y aller, c'est des kilomètres pour aller chercher du bois, c'est de la souffrance, et c'est une situation qui est inadmissible dans un monde qu'on a vu, il y a largement de quoi nourrir tout le monde. Alors, pour nous, donc, cette question de la faim, c'est une question de justice. Je reviens sur des chiffres qui sont quand même importants à donner. C'est que 70% de la nourriture est produite dans le monde par les petits producteurs. Alors, je ne parle pas de la production agricole, je parle de la production alimentaire, puisque justement, on voit la différence de production pour les animaux, de production pour l'énergie. Mais 70% de cette nourriture, d'après la FAO, vient de petites structures qui, d'après une autre étude là, qui vient d'une ONG Grain, qui travaille beaucoup sur ces aspects-là, ces petits producteurs ne disposent que de 25% des terres cultivables. Et la surface diminue de fait de ces accaparements de terres, du fait aussi de la concurrence des usages urbains, de l'urbanisation et de la démographie aussi, qui fait que dans des pays, les terres deviennent de plus en plus petites pour les familles qui les travaillent. Bon, il faut se dire aussi que l'Europe, qui se vante de productivité, emprunte 58% des terres qu'elle utilise à l'extérieur. C'est une façon d'exprimer que pour nourrir nos animaux, avec les importations de soja, avec les importations d'aliments, avec toutes les importations, on n'est pas autosuffisant. On importe l'équivalent de 58% des terres qu'on cultive. Je vais conclure assez rapidement, mais je ne voudrais pas non plus que le partage du temps soit... Voilà. Donc je pense que je vais rentrer maintenant dans les solutions, dans comment on se bat et là où on se bat. Vous avez entendu parler de l'année internationale de l'agriculture familiale. Pour nous, c'est encore en cours, ça a été décrété par l'ONU, ça a été une focalisation sur l'importance des petites fermes pour nourrir le monde. On pense que c'est important de ne pas perdre de vue cet aspect-là. Il faut voir aussi que la justice, c'est aussi un droit, c'est pas seulement un gadget en plus. Les droits humains, ils sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, ils sont inscrits dans les textes qui ont été travaillés depuis. Ils sont dans le rôle du droit à l'alimentation. Donc un droit à l'alimentation qui est mis en œuvre et qui est aussi porté par un rapporteur spécial. Donc je pense que beaucoup ont connu Olivier Schutter, qui a fait suite à notre ami Jean Ziegler, hein, et qui maintenant, ça s'est arrêté cette année, il y a une autre personne qui prend la suite. Mais nous espérons très fortement que ce droit à l'alimentation, c'est un levier pour mettre en priorité l'alimentation des populations avant tous les autres usages spéculatifs et industriels. Au niveau de la Via Campesina, nous nous battons aussi pour un droit des paysans, puisque le droit à la terre, le droit aux semences, il y a un certain nombre de textes qui existent, mais qui ne nous donnent pas d'outils suffisamment forts pour nous opposer à tout ce qui se passe en matière d'accaparement de terre, mais d'un point de vue des semences, par exemple, à l'imposition de semences à acheter qui créent des catastrophes dans d'autres pays. Bien sûr, nous nous battons aussi au niveau local pour avoir des politiques adaptées. Et là, je pense que c'est un peu une catastrophe que, alors que l'idée progresse au niveau international de l'importance de la production locale, des paysans, etc., la politique agricole commune qui vient d'être réformée ne tient pas compte de ça, et encore un encouragement à l'agrandissement avec des aides qui sont réparties à l'hectare. Donc là, il n'y a pas eu cette prise de conscience, et que l'aspect climatique est très faiblement inclus, et que la France, de ce point de vue-là, est encore une mauvaise élève
tels que même la Commission européenne vient de nous taper sur les doigts pour dire que le climat est tout à fait insuffisamment inclus dans nos mesures environnementales de la politique agricole commune française. En conclusion, deux mots pour mettre l'importance aussi de toutes les initiatives locales, pas uniquement agricoles, qui travaillent sur la transition. Rapidement évoqué hier, mais les villes en transition, les groupes locaux, il y a un fourmillement d'expériences. Alors, évidemment, c'est plus dans la macroéconomie, mais c'est dans le vivre local. Et je pense qu'il y a là une immense source de renouvellement et d'espoir pour demain dans le cadre du changement climatique et de la nécessaire transition énergétique. Merci. Je suis bien conscient qu'un mouvement aussi riche que Via Campesina et que la Confédération paysanne ait besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir développer les idées. Mais le temps nous est toujours compté, est toujours un peu notre ennemi. Il faut que nous l'apprivoisions pour pouvoir avoir un minimum de débat entre nous. Bien, Helmut Hesting, please, a few words about your organization and your comments and your